Voilà 4 questions que je vous propose pour mieux connaître, mieux comprendre, mieux déguster les vins de Châteauneuf-du-Pape. Bienvenue sur le podcast du vin pas à pas, je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation. Et alors ces petites questions, elles sont classiques sur ce podcast. En général, une fois par mois, je vous propose quelques questions, donc c'est un peu un podcast on va dire sous forme de quiz. Et ce sont des questions qui font suite à la masterclass de la dégustation du mois ou du mois précédent en général. Donc l'idée, c'est de vous poser quelques questions sur la thématique. Donc là, ça va être sur Châteauneuf-du-Pape. Ce sont des questions génériques qui portent sur le climat, terroir ou le style de vin. Et puis, alors de chez vous, ça dépend dans quelles circonstances vous écoutez le podcast, vous pouvez mettre le podcast sur pause entre chaque question pour essayer de répondre aux questions. C'est d'autant plus utile, on va dire, de procéder comme ça si vous avez suivi la masterclass de la dégustation sur Châteauneuf-du-Pape. Et puis sinon, vous pouvez simplement écouter les réponses comme ça vous permettra on va dire, d'apprendre quelques bases sur les vins de cette appellation. Et avant de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je voudrais profiter du début du podcast pour vous remercier à tous pour les commentaires que vous m'envoyez régulièrement, notamment suite à la dernière masterclass. En général, ça peut être aussi des commentaires sur les podcasts d'ailleurs, ça me touche beaucoup. D'autant plus que, vous le savez, si vous me suivez, le but que je me donne, c'est toujours de pas me limiter à de la formation, on va dire, théorique et scolaire autour des vins, c'est faire en sorte aussi de vous transmettre une passion. C'est un peu d'ailleurs c'est ce slogan que j'ai mis sur le site du Coam, je mets au-delà de vous former au vin, vous transmettre une passion, et c'est vraiment ce que je m'efforce de faire. Et pour faire cela, je fais en sorte aussi d'échanger déjà avec vous via ces podcasts ou via les mailings le plus spontanément possible. Quand j'enregistre un podcast de ce type, j'ai un fil conducteur et après j'improvise. C'est une manière aussi pour moi de me faire plaisir. Si j'avais quelque chose de très carré, ça serait peut-être aussi moins agréable de mon côté en tant que formateur. Donc c'est une manière pour moi de me faire plaisir. Ça donne clairement des podcasts qui sont peut-être moins carrés, moins scolaires qu'une formation formelle, mais c'est aussi une manière pour moi de déjà de créer plus de contenu, parce que c'est un contenu du coup qui est plus rapide à créer pour moi, de vous le transmettre plus facilement et plus rapidement, et sur un ton qui soit détendu et plutôt spontané. Voilà, donc merci pour vos retours à tous, et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors ce que je vais faire, j'avais listé suite à la masterclass sur Châteauneuf-du-Pape, j'avais listé quelques questions. Vous le savez, ce sont des questions que je fais dans la foulée de la masterclass, et puis je les reprends avec vous pour y répondre. Ce sont des questions ouvertes, dans le sens où c'est pas des QCM, c'est pas des questions à choix multiples, donc c'est des questions ouvertes qui permettent aussi d'ouvrir un peu la discussion sur des points spécifiques au thème du cours. Alors, je reprends la première question que j'avais mise. Situer Châteauneuf-du-Pape sur la carte et donner quelques explications sur le climat attendu. Alors, c'est un petit peu bizarre que j'avais mis sur la carte quand on est sur un podcast audio. C'est pas grave, on va y répondre quand même. On va le situer, on va le localiser ensemble. On va imaginer qu'on a une carte de France devant les yeux. Alors, à la base, si j'ai mis cette question, c'était plutôt, je pense, pour localiser Châteauneuf-du-Pape au sein de la vallée du Rhône. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir en termes de localisation géographique en 2-3 mots? Donc, la vallée du Rhône, vous pouvez la diviser en 2 grandes parties. Quand on parle de la vallée du Rhône viticole, vous avez 2 parties. Vous avez le nord et le sud. Le nord, il est beaucoup plus petit en termes de production, en termes de volume de production, mais vous y trouvez quand même quelques grandes appellations en termes de prestige, comme Côte-Rôtie, Condrieu. Vous avez également, alors un petit peu moins prestigieux, mais qui donnent néanmoins de très bons vins, les Saint-Joseph, Cros-Hermitage, Cornas. Dans la partie prestigieuse, il y a Hermitage également. Et puis dans les Blancs Saint-Péret par exemple. Donc ça fait partie de la vallée du Rhône septentrionale. Et puis en dessous, vous avez la vaste vallée du Rhône méridionale, dans laquelle on trouve en particulier la majorité de l'appellation Côte-du-Rhône, l'appellation Côte-du-Rhône générique. On peut aussi avoir Côte-du-Rhône village, et puis on a un certain nombre de crus
ensuite au sein de la vallée du Rhône. Et parmi ces crus, vous avez donc Châteauneuf-du-Pape. Châteauneuf-du-Pape, c'est donc le nom de la commune. Et quand je parle de l'appellation viticole Châteauneuf-du-Pape, elle se limite pas à la commune de Châteauneuf-du-Pape, mais il y a d'autres communes aux alentours qui sont à l'intérieur en fait de l'appellation Châteauneuf-du-Pape, comme Sorgues, Orange, Bédaride et Courthézon. Donc il y a un petit peu plus de 3000 hectares. Et puis, donc de par la localisation qu'on a, on imagine qu'on va avoir un climat méditerranéen. Du coup, je réponds comme ça à la question quel est le climat attendu par rapport à la localisation. Pour faire simple, quand vous prenez la carte de France, tout ce qui est à partir de la vallée du Rhône méridionale et ensuite vers le sud, tout ça c'est dans la zone méditerranéenne en termes de climat. Donc en termes de région viticole, ça comprend le Languedoc-Roussillon, la Provence et la vallée du Rhône méridionale. Donc, climat méditerranéen, qu'est-ce que ça veut dire ? Il fait beau, il y a du soleil, les étés sont plutôt secs. Pour vous donner un ordre d'idée, un ordre de grandeur sur la pluie, l'ensoleillement qu'on a dans cette zone, en général on est autour de 2500, 2800 heures de soleil par an. À Châteauneuf-du-Pape en particulier, c'est autour de 2800, et puis on a entre 600 et 700 mm de pluie par an. Ça, c'est pour les généralités sur le climat. Alors après, on peut aller un petit peu plus loin, dire quels sont les facteurs aussi qui peuvent jouer sur le climat. Alors en particulier sur la vallée du Rhône méridionale et donc sur Châteauneuf-du-Pape, on peut parler de l'influence du Mistral. Ça fait partie comme des influences type. Donc le Mistral, c'est du vent, comme vous le savez, et il souffle du nord, il est froid. Il souffle fort, il est sec, il est violent. Et puis comme on a finalement une zone de relief qui est pas tellement marquée sur la zone d'appellation, on va pas beaucoup plus haut que 100 mètres, 100, 130 mètres, ça permet au Mistral de bien souffler. Parce qu'à partir du moment où vous avez du relief, ça fait des barrières naturelles au vent. Donc là, le Mistral, il souffle comme il faut. Donc vous, en tant que dégustateur, l'idée c'est, quand on décrit un climat, c'est d'essayer de voir quelle peut être l'implication sur le vin, ou sur le vignoble en tout cas. Donc là, pour le coup, si on parle du Mistral qui est froid, qui est sec, qui est violent, s'il est froid, quelle va être l'implication sur la vigne d'après vous ? Donc l'implication sur la vigne, si ça rafraîchit, ça va avoir pour effet de ralentir la maturité de la vigne. Ralentir la maturité de la vigne, ça permet aussi de préserver une certaine fraîcheur dans la baie, préserver une certaine fraîcheur donc dans les vins. D'autre part, c'est un vent qui souffle fort. Parfois vous avez 80, 100, 110 km/h, donc ça souffle comme il faut. Et du coup, quand il souffle, il pousse les nuages. Donc on voit que à la fois on a une fraîcheur qui ralentit la maturité de la vigne, mais le fait de pousser les nuages, ça favorise aussi l'ensoleillement, ça réduit la pluviométrie, ça a un rôle aussi de protection. Vous savez, quand on souffle, surtout sur un vent sec, l'effet que ça a, c'est que ça va sécher les raisins en quelque sorte, et donc empêcher le développement de maladies de la vigne qui sont liées à l'humidité. Tout ce qui est lié aux champignons, ce qu'on appelle les maladies cryptogamiques. Donc c'est toujours plusieurs facteurs qui sont apportés par le vent, à la fois de la fraîcheur, mais également de l'ensoleillement, et puis un rôle de protection également. Voilà quelques axes autour du Mistral. Donc voilà, on a dit pas mal de trucs sur le climat. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Peut-être encore un petit truc sur le climat. Là c'est plus une notion, on va dire, de microclimat au niveau de la vigne. Vous savez qu'il y a certains terroirs à Châteauneuf-du-Pape, donc j'ai beaucoup parlé des terroirs de Châteauneuf-du-Pape dans la masterclass. Il y a certains terroirs qui sont caractérisés par la présence de gros cailloux au niveau du sol, de gros cailloux qu'on appelle les galets roulés. Et c'est toujours le même principe quand vous avez des gros cailloux. Quelle va être l'influence sur le climat ? Donc voilà, d'après vous, quelle va être l'influence ? Donc si vous êtes de chez vous, que vous voulez réfléchir un peu, vous mettez sur pause, et puis il y a quelques notions qui devraient vous venir en tête. Un gros caillou, quand le soleil se chauffe dessus, il monte assez lentement en température, et puis ensuite, il devient chaud, et quand la température redescend, il continue à diffuser cette chaleur. Donc il a une certaine inertie thermique qui permet de favoriser la maturité de la vigne.
Donc ça permet, vous voyez qu'on a un climat, que ce soit l'ensoleillement, les galets aussi, tout ça, ça favorise des belles maturités, donc de l'alcool, de la rondeur, des maturités en termes d'arômes, de tanins. Donc voilà pour les quelques éléments autour du climat. Alors je continue pour la question suivante. Alors au passage, j'espère que la qualité sonore du podcast elle est pas trop pourrie parce que il y a pas mal de bruit ambiant. Là, j'enregistre le podcast où je suis pas très loin d'une école et visiblement ça va être l'heure de la pause. Donc il y a pas mal de bruit ambiant. Bon, j'espère que sur le podcast ça s'entend pas trop en tout cas. Alors la question suivante, d'où proviennent les fameux galets roulés des terroirs de Châteauneuf-du-Pape? Bon, justement, donc j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, enfin à l'instant. Les galets roulés, donc c'est l'occasion de parler des terroirs, de la formation des terroirs. Donc je vais pas vous refaire tout un topo sur la formation des terroirs de Châteauneuf-du-Pape, mais ici simplement vous donner quelques grands axes. Alors à chaque fois qu'on parle de la formation des terroirs d'un vignoble, on fait référence à des événements géologiques qui se sont passés au cours des ères primaires, secondaires, tertiaires ou quaternaires. Et à chaque fois, on met en avant un élément clé. En tout cas, moi, c'est ce que je fais en sorte de faire, quitte à généraliser un petit peu. Mais en général, je mets en avant quelques éléments clés qui permettent de comprendre pourquoi on a tel ou tel type de terroir. À Châteauneuf-du-Pape, il y a plusieurs types de terroirs et il y a quelques événements clés géologiques, enfin quelques événements géologiques clés, on va le dire comme ça plutôt, qui expliquent le type de terroir. Alors, sans rentrer trop dans les détails, on va dire le premier élément, c'est au cours de l'ère secondaire, quand vous aviez donc une mer intérieure, il y a eu plusieurs transgressions marines, donc il y a eu des mers intérieures qui recouvraient une partie de la France. Et puis donc, ces mers intérieures font qu'il y a des organismes vivants qui sont dans l'eau, et les organismes vivants, au bout d'un moment, ils meurent, et puis ils se déposent au fond de la mer intérieure. En se déposant, ils sédimentent, et ils créent les roches sédimentaires. Bon, je vous l'explique un petit peu en 15 secondes de manière bien simplifiée, mais c'est pas grave, l'idée est là. Donc, c'est-à-dire qu'on a un socle en calcaire, qui date du secondaire, du Crétacé en particulier, qu'on va retrouver dans certaines zones de Châteauneuf-du-Pape. Et puis après, donc vous avez eu au cours de l'ère tertiaire, donc c'est on va dire l'ère tertiaire, c'est un peu l'ère des grandes orogénèses, donc des grandes formations de montagnes. Donc on va parler de soulèvement alpin, soulèvement des Pyrénées. Et puis à Châteauneuf-du-Pape en particulier, on va avoir une nouvelle incursion marine qui va déposer encore les coquillages, également ce qu'on appelle les molasses, des éléments de l'érosion. Et ensuite, pour comprendre le pourquoi des galets roulés, parce que c'était la question initiale, pour comprendre le pourquoi des galets roulés, l'idée clé à avoir en tête, c'est que vous allez avoir des oscillations du niveau du Rhône. Il va monter, il va redescendre, il va monter, il va descendre, et ces oscillations du niveau du Rhône, ils sont dus à l'ouverture et à la fermeture du détroit de Gibraltar. Il y a 6 millions d'années, il y a le détroit de Gibraltar qui se ferme, du coup le niveau du Rhône, il descend, ça creuse le canyon, et puis après, 1 million d'années après, le verrou Gibraltar il s'ouvre, donc il y a l'eau qui revient, et du coup ça remonte. Le niveau du Rhône remonte. Et en fait, ces mouvements d'eau qu'on a, ça va permettre d'arracher, c'est un phénomène d'érosion, ça va arracher des bouts de cailloux aux différents reliefs, des fragments quoi. Et puis, le mouvement de l'eau fait que ces cailloux vont rouler, et ça va les polir. C'est un petit peu comme si vous trouviez un galet sur la plage, il est parfaitement poli. Et pour montrer aussi cette idée, je donne parfois l'analogie avec le bout de verre. Si vous trouvez un bout de verre en bord de plage, quand il est poli par l'eau, ça crée une surface en fait qui est parfaitement lisse. Ça fait en quelque sorte un joli petit caillou vert avec lequel les enfants aiment bien jouer en général. Bon, alors voilà l'idée à avoir en tête. Donc c'est que c'est ces mouvements d'oscillation du niveau du Rhône qui vont permettre d'arracher des bouts de cailloux et les polir. Donc c'est l'origine des galets roulés qui vont avoir un rôle en termes de microclimat dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, question suivante. Quels sont les 3 ou 4 cépages clés de Châteauneuf-du-Pape? Alors, j'avais demandé 3 ou 4 cépages. Bon, c'est pour... l'idée de demander juste quelques cépages, c'est pour pas faire un podcast exhaustif où on va refaire tout un cours sur les différents cépages. L'idée à avoir en tête, c'est qu'il y a beaucoup de cépages à Châteauneuf-du-Pape, mais néanmoins, il y a quelques cépages clés. Et le cépage à retenir,
Donc comme on est en majorité sur des vins rouges, hein, je vais insister sur les cépages rouges, le grand cépage rouge à retenir, c'est le Grenache. C'est lui qui est majoritaire dans les assemblages, en général, hein, pas toujours, mais c'est lui qui est majoritaire. Le Grenache qui apporte de la rondeur, de l'alcool, du gras. Et puis, on va l'associer avec d'autres cépages, notamment un cépage qui va lui apporter la structure tannique, donc en l'occurrence le Mourvèdre, le cépage Syrah qui va lui apporter le côté aromatique et la fraîcheur, et le Cinsault qui va être là, on va dire, pour assouplir le vin, lui apporter un petit peu d'élégance. Voilà, donc ça reste indicatif par rapport au cépage, c'est-à-dire que vous, si vous dégustez de chez vous un vin de Châteauneuf-du-Pape et que vous vous demandez quel cépage ou quelle est la proportion de cépage que vous avez dans ce vin, le réflexe que vous avez peut-être, c'est de regarder sur l'étiquette, de regarder la contre-étiquette si vous avez l'information. Et en général, manque de bol, on n'a pas l'information parce que c'est aucunement une mention obligatoire. Donc en général, c'est pas précisé. Hein. Alors après, je dis toujours, hein, vous pouvez le retrouver relativement facilement. Et d'ailleurs, c'est un réflexe qu'il faudra avoir quand vous dégustez le vin. Vous mettez le nom du domaine, alors, sur Google, hein, vous tapez le nom du domaine et vous mettez cépage à côté. Ou alors, vous mettez le nom du domaine et vous mettez fiche technique, plutôt. C'est encore mieux. Vous mettez fiche technique et en général, vous allez arriver sur le site du vigneron et vous allez retrouver la fiche technique du vin, ce qu'on appelle la fiche technique. C'est la petite fiche qu'établit le vigneron, dans laquelle vous avez quelques informations sur la viticulture, sur le travail du vin, peut-être sur sa durée d'élevage, est-ce qu'il est passé en cuve, en fût, la proportion des cépages. Donc c'est un bon outil pour mieux connaître le vin déjà avant de le déguster. Dernière question. Un vigneron de Châteauneuf-du-Pape vous propose sa cuvée classique et sa cuvée grand vin. Quelle différence peut-on attendre dans l'élaboration et le style du vin ? Alors vous imaginez, hein, vous êtes par exemple au domaine ou dans un salon des vins, et puis vous allez voir le vigneron de Châteauneuf-du-Pape. Vous dégustez. Alors là, on va faire l'application pour le vin rouge, hein, puisque la majorité des vins de Châteauneuf-du-Pape sont rouges. Alors quand il vous propose deux cuvées différentes, une cuvée classique et une cuvée grand vin, la différence qu'on peut attendre déjà dans l'élaboration. Je relis bien la question en même temps que j'y réponds. Donc la différence déjà dans l'élaboration, on peut s'attendre éventuellement sur la cuvée grand vin à avoir, on imagine hein, que sur les deux vins, sur les deux cuvées, je vais avoir pas mal de Grenache, hein, pour faire simple. Peut-être que sur la cuvée grand vin, je vais avoir un petit peu plus de Syrah ou de Mourvèdre aussi, puisque le Mourvèdre va apporter la structure tannique qui confère aussi un certain potentiel de garde. Les tanins, ce sont des antioxydants qui permettent au vin de tenir au cours du temps. Et la Syrah peut être là pour apporter de la fraîcheur et une certaine complexité en termes d'arôme. Donc peut-être que ça peut être déjà une différence qu'on peut avoir déjà sur l'encépagement. Alors, autre différence qu'on peut avoir, c'est qu'on peut avoir la cuvée classique qui va être élevée en cuve inox. C'est-à-dire qu'avant de le mettre en bouteille, le vigneron, il le met en cuve inox. Et la cuvée grand vin qui va être élevée dans du bois. Alors, élevé dans du bois, ça peut être élevé en foudre ou bien élevé en fût, en barrique. Hein. Ou bien un mix des deux d'ailleurs. On peut avoir un mix des deux. Alors, j'avais parlé dans un masterclass les différences sur les contenants parce que quand vous avez l'appellation Châteauneuf-du-Pape, il n'y a aucune obligation pour utiliser tel ou tel contenant dans l'élevage. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une cuvée dans laquelle vous avez du fût, donc des fûts qui vont apporter des notes boisées éventuellement, ou en tout cas dans lesquels l'apport du bois va être plus marqué, ou bien des foudres, qui sont des contenants qui sont beaucoup plus grands du coup, c'est plusieurs milliers de litres, et si le foudre est beaucoup plus grand, c'est-à-dire que vous avez de l'oxygène qui rentre, mais l'oxygène qui rentre, c'est du bois, donc il y a une microporosité, l'oxygène rentre un petit peu, et ça permet au vin d'évoluer lentement. C'est un apport d'oxygène qui est ménager et qui permet une lente maturation. Au passage, dans le dernier podcast sur les méthodes d'élevage, j'avais parlé des apports des différents contenants. Donc n'hésitez pas à le réécouter si vous voulez avoir un petit peu toutes ces informations-là.
Donc voilà pour les différentes questions sur ce petit quiz sur Châteauneuf-du-Pape. J'espère en tout cas que vous avez appris des choses en l'écoutant. Et puis si vous aviez suivi la masterclass de la dégustation, que ça vous a permis de réviser. C'est toujours important de réviser quelques semaines après ou quelques jours ou quelques mois après. C'est ce qui permet aussi de fixer les informations sur la durée. C'est ce qui permet de bien mémoriser. Moi, je vous retrouve sur la prochaine masterclass de la dégustation. Donc, si vous ne faites pas encore partie des masterclass, vous cherchez sur Google masterclass de la dégustation, ou bien vous mettez masterclass-dégustation.com. La prochaine thématique va porter sur une zone de la Bourgogne, puisqu'on va parler de la côte chalonnaise, donc avec de très beaux vins. Alors, il y a encore quelques coffrets qui sont disponibles aussi sur la masterclass Géorgie. Donc si vous avez envie de vous surprendre en dégustant des vins complètement atypiques, avec des vins élevés en Couhéry, donc dans les amphores, c'est le moment de rejoindre les masterclass. J'espère également vous retrouver sur les diplômes du COAM. Alors, il y a quelques dates qui ont été ajoutées, notamment sur des sessions du WSET 2 et 3, donc aussi bien à distance qu'en présentiel. Vous avez aussi la possibilité de suivre le WSET sur quelques jours de suite. D'habitude, moi je propose plutôt le WSET en cours du soir sur plusieurs semaines. Mais comme j'ai eu plusieurs demandes, je vous ai proposé aussi ces sessions de manière très concentrée, de manière plutôt intensive. Voilà, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à faire un tour sur le site du COAM. Je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre attention, pour vos commentaires, et je vous dis à très bientôt.